Vostra. Le service client, c'est mon obsession. Donc en gros, on a un niveau de service. En moyenne, on répond en moins de 30 minutes à tout le monde, quel que soit le canal. De 7h du matin à 1h du matin, 7 jours sur 7. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Benjamin Guerville qui insiste pour que je l'appelle Ben, qui est l'un des cofondateurs de WeSpring, que vous trouverez sur wespring.com. Salut Ben. Salut Laurent. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Tu es donc le cofondateur avec Laure et Philippe, que tu nous présenteras dans quelques instants, de WeSpring. WeSpring, c'est quoi ? C'est une marque de lessive et produits d'entretien clean et efficace livrés dans vos boîtes aux lettres. Ce qui implique pas mal de choses d'ailleurs en termes de packaging, mais on y reviendra dans quelques temps. WeSpring, c'est tout neuf, j'ai envie de dire. Vous y avez travaillé en 2019, depuis l'été, activement pour fonder la société en novembre 2019, fin 2019, quelques mois avant le Covid. Je te poserai des questions un peu plus tard sur justement l'effet que ça a pu avoir sur votre lancement. Vous avez levé des fonds très rapidement d'ailleurs sur PowerPoint et Prototype fin 2019, début 2020, 2,1 millions d'euros avec entre autres Utopia, avec Antoine Fine, hein, que je salue et qui a permis cette rencontre, et Cyril Guénoun de Aglaé Ventures. Cyril, on se tourne autour depuis quelques temps, donc je te salue Cyril, et aussi dans Colisée que vous avez entendu, super épisode, une place de marché de produits sportifs on va dire, et Jaffy qui vend sur abonnement de la nourriture personnalisée pour chiens. Mais aujourd'hui on parle de WeSpring. Donc levée de fonds début 2020, un lancement en gros, les premières expéditions comme tu l'as dit à l'été 2020, il y a 6 mois, c'est ça. Depuis septembre. En décembre 2020, quelques mois plus tard, vous aviez déjà expédié 1 million de doses, ce qui est une belle croissance. Et en février 2021, donc assez récemment, sur les 2 premiers mois, vous avez fait autant que sur les 4 mois précédents, donc une super accélération. 2 millions de doses, vous avez franchi le cap en février. C'est ça, exactement. Et donc merci beaucoup de ton invitation. Notre site internet, c'est WeSpring. Notre marque, c'est Spring. On a eu des difficultés à trouver le bon nom de domaine. Surtout que Spring.com devait... Spring.com était pas utilisé, devait être très cher. Était déjà utilisé, et ils n'étaient pas prêts à le lâcher. Comme on a co-créé la marque avec une communauté en fait consommateurs, on a décidé d'appeler notre site WeSpring.com. Super, WeSpring, mais la marque est Spring. Ça va être un épisode passionnant qu'on a mis beaucoup de temps à préparer. J'ai dû arrêter Ben en disant attends, on se dit trop de choses, trop de questions que je veux te reposer pendant l'enregistrement. On va parler de recherche produit. Vous avez fait un truc qui est assez original dans les DNVB, c'est que vous avez co-investi avec des labos, des manufactures dans des moules qui permettent d'avoir un packaging qui est unique pour vous sur les produits. Le packaging lui-même pour les boîtes qui contiennent les produits, les lessives ou la vaisselle, sont issus d'une recherche. Tu nous expliqueras, c'est intéressant, et je vous expliquerai parce que j'ai pu jouer avec les produits. Vous avez d'ailleurs déposé un brevet sur ce packaging. Oui, la boîte de lessive est brevetée, exactement. On parlera de différenciation. Comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot sur un marché qui est concurrentiel, où il y a beaucoup d'entrants, mais où en même temps les barrières à l'entrée peuvent être élevées, justement. C'est ce dont on parlait à l'instant à propos des moules. On parlera de légitimité, d'efficacité produit. Ça va être passionnant. Et ensuite, on parlera au niveau du marketing et de la communauté de rebuy. Comment est-ce qu'on crée du réflexe sur l'abonnement, puisque c'est sur abonnement que Spring
peut-être acheter. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, Ben. Merci à toi. Bienvenue. Avec plaisir. Juste pour donner un peu de contexte, toi, tu as bossé chez Price et chez Shopmium, c'est ça? Ouais, moi j'ai commencé en 2002 chez Price Minister. C'était au tout début de Price Minister. Donc aujourd'hui, c'est une marque qui n'existe plus, c'est un site qui n'existe plus puisqu'il a été racheté par le géant japonais du e-commerce qui s'appelle Rakuten en 2010. Et donc moi, j'ai fait mes 8 premières années de carrière chez Price Minister et mes 4 suivantes avec Rakuten. Alors, tu m'as dit en préparant cet entretien que tu as 38 ans, mais du coup, je fais un calcul. Tu as commencé tôt? Ouais, j'ai commencé tôt. En fait, j'ai pas forcément le parcours classique de cofondateur ou de fondateur de start-up ou de NVB. J'ai pas fait de grande école de commerce. Voilà, j'ai un peu pataugé au début de mes études avec une fac d'éco, puis une fac de lettres, etc. Enfin, je savais pas trop où j'allais. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais quand même au fond, je savais que j'aimais bien le secteur de la publicité, mais voilà, sans trop d'idées précises et sans trop de conseils là-dessus. Donc assez tôt, en fait, j'ai trouvé une école de communication que je pouvais faire en alternance. Et donc ma première expérience en stage, ça a été une web agency. Donc moi, j'ai commencé, j'avais 19 ans et demi, web agency, assistant chef de projet, à faire des sites pour Gaz de France à l'époque, Gîtes de France, etc. Et c'est cette expérience, je pense, qui m'a permis de rentrer chez Price Minister, puisque il y avait que ça sur mon CV. Je parle pas des petits boulots, voilà, etc. Mais quand j'ai été voir Pierre Krings à l'époque chez Price Minister, qui est donc un des fondateurs, voilà, j'avais mon expérience de web agency. Ça m'a permis de rentrer chez Price Minister et j'ai fait mes 2 premières années d'études, enfin mes 2 années suivantes d'études en alternance chez Price Minister. Chez Price. 8 ans chez Price de 2002 à 2000... 2002-2010 Price, ouais. Et après rachat par Rakuten. Ça a dû être une belle accélération, une belle expérience, ça, non? Ça a été énorme. Ça a été énorme. Alors moi, du coup, j'ai vraiment eu une évolution de carrière assez incroyable chez Price Minister parce que je suis rentré en stage, entre guillemets, et puis j'ai fini au Comex en tant que directeur commercial. À la fin, je me suis occupé de la stratégie Europe pour Rakuten. Et l'accélération en 2010 au moment de l'acquisition. Donc c'est quand même une des plus belles acquisitions en France, faut le rappeler. Il n'y a pas eu autant d'exits que ça à 250 millions d'euros. Ils ont, en plus de ça, réinvesti beaucoup d'argent dans Price Minister. Donc moi, c'est à ce moment-là que j'ai repris l'équipe commerciale, 15 personnes. Je l'ai fait passer à 45 personnes en 9 mois. Donc pour développer l'activité B2B2C donc de Price Minister de la place de marché. Donc une belle connaissance du web et une belle expertise commerciale. Tu avais des parts? J'avais des BSPCE. Des BSPCE. J'avais des BSPCE du 2e tour, donc moins intéressantes que celles du premier, forcément. Mais je vais pas me plaindre. Okay. Et tu passes ensuite chez Shopmium. C'est quoi Shopmium? Alors Shopmium, c'est une application mobile de promotion sur les produits de la grande consommation. Donc c'est une application mobile au service des marques de grande conso et qui permet à une communauté de consommateurs d'aller découvrir des nouveaux produits. Tous les ans, tu as des centaines d'innovations produits en supermarché, alimentaires, maison, etc. Et donc les marques ont besoin d'outils pour les faire connaître. Donc le nouveau yaourt, Danone, parfum, banane cerise, enfin voilà. Et donc ils utilisent Shopmium pour parler à une communauté de consommateurs, leur donner un petit code promo, et comme ça ils peuvent aller chercher le produit en magasin. Donc une belle expertise en fait grand public plus commercial. Alors digital. ouais, moitié commercial, moitié marketing en fait, ouais. Puisque donc chez Price Minister j'ai fait la moitié en commercial et l'autre moitié plutôt en marketing et dans le cadre de lancement de nouveaux pays, notamment le lancement de l'Angleterre, le lancement de l'Espagne, et donc on recrée des espèces de business unit autonomes au sein de la structure principale à Paris. Avec du marketing, du commercial, etc. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes armes sur la partie marketing. Et ensuite, je suis arrivé chez Shopmium pour m'occuper du marketing et des ops. Et là, j'ai quand même appris un nouveau métier, parce que le marketing d'une application mobile est quand même assez différent que celui d'un site de e-commerce. Ouais. Voilà. Donc Shopmium, c'était pas du e-commerce, c'est une appli mobile qu'il faut faire télécharger. Donc là, j'ai appris à créer des campagnes d'acquisition pour faire télécharger l'application, et mon objectif c'était de baisser le plus possible le coût par install. Coût par install et puis mesure. Ouais. On avait lancé une boîte avec mon
dans ma précédente vie avec Jonathan Benoudis qui est passé sur ce podcast. Je vous invite à écouter l'épisode. Il était passionnant sur du sur le business des box. Mais ça s'appelait 365 apps qui faisait de la promotion d'applications gratuites ou payantes sur Android, un peu sur un modèle Free App a Day quand même gratuite. Ouais, c'est un métier, une verticale qui est vraiment particulière. Ouais. En gros, moi je suis arrivé, tu vois, le coût, il y avait un coût par install entre 2 et 3 euros, qui était un peu donc ça c'était en 2015. Et à force de chercher, c'est quelque chose que j'ai réussi à diviser par 10. Et du coup, au bout de 2 ans, plutôt que de faire 20 000 installs par mois, on en faisait plutôt 200 000, 300 000, sans tellement augmenter le budget marketing. Donc ça a été mon focus pendant des années, c'était de maintenir un budget marketing et de faire de la croissance du chiffre d'affaires. Ouais, dans un périmètre constant. Ouais, de baisser le ratio marketing sur chiffre d'affaires, si tu veux. Très rapidement, Laure et Philippe, tu les rencontres comment et quel est leur background? Alors, Laure était une des premières clientes pro marque de Shopmium. En fait, quand elle était dans un grand groupe de détergence, un grand groupe américain de détergence, elle a été une des premières à nous faire confiance et à signer une campagne Shopmium. Parce que ça se vend en mode campagne. Donc on avait pu se croiser au cours d'événements clients, etc. Et puis Philippe était un des cofondateurs de Shopmium, donc c'était mon boss, en fait. Tout simplement. Ok, super. Et donc leur background, donc Laure a fait donc les détergences, 20 ans dans la détergence, grand groupe américain, puis groupe plutôt européen ensuite, sur des marques écologiques. Donc c'est l'experte produit. Et Philippe a un parcours grande conso, McKinsey, directeur marketing chez Danone, lancement des jus de fruits innocents en France, jusqu'à la revente à un grand groupe américain de boissons Coca-Cola. Ouais, qu'on peut citer. Voilà. Et cofondation de Shopmium, donc c'est un entrepreneur qui navigue dans la grande conso depuis 20-25 ans. Super. Ok, pour le contexte et le background, et du coup, vous vous retrouvez... c'est quoi la genèse? Qu'est-ce qui se passe l'été 2019 en fait? Ouais, alors l'été 2019 en fait, il se trouve qu'on était tous les trois en recherche du prochain challenge. Moi toujours en poste chez Shopmium, mais on avait aussi revendu la boîte à un groupe américain. Philippe était parti 2 ans et demi après presque 3 ans après le rachat, donc il avait fait plus que son Earn-out. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, la période dans laquelle ils doivent rester. Donc, il était en recherche du prochain challenge. Laure aussi, en fait, elle était en recherche de surtout appliquer tout ce qu'elle avait pu entendre comme retour consommateur dans ses précédentes expériences et qu'elle avait du mal à mettre en œuvre, en fait. Dans un grand groupe. Une frustration un peu. Ouais. Enfin, tu te dis, tu vois bien les attentes des consommateurs qui changent. Et quand tu es dans un grand groupe, en fait, les process de décision sont quand même plus longs. Il y a des contraintes économiques plus fortes, de rentabilité notamment. Donc c'est très compliqué d'innover plus que la simple innovation de parfum, etc. Et donc on s'est un peu retrouvés tous les trois. Laure avait forcément son idée sur la catégorie. Philippe plutôt sur l'univers des NVB en général. Et puis moi, plutôt en recherche d'une équipe en fait, et d'un produit grand public, B2C, mais sans avoir une catégorie particulière en tête. Alors même si tu as connu une super croissance chez Price et chez Shopmium, si tu as bossé dans des startups, c'était des startups quand tu es entré chez Price, toi c'était ta première boîte, ta première expérience entrepreneuriale propre. Et Laure, pareil, c'est ça? Laure était associée dans sa précédente entreprise, mais pas de la même façon, enfin moins que associé fondateur, quoi. Ok. Du coup, vous vous retrouvez. Donc toi, tu voulais aller dans la grande conso, mais sans précision, disons, sur le produit. Vous choisissez cette verticale, ouais. Qui est en 2019, alors déjà un peu concurrentielle. Alors, c'est un marché de toute façon très concurrentiel. C'est un énorme marché. Pardon, je précise. Évidemment, très concurrentiel avec des acteurs établis qui commencent à l'être sur des DNVB. Oui, il y a plusieurs initiatives au niveau DNVB. Ça reste, c'est un marché en ébullition. Voilà, donc on n'est pas les seuls à avoir remarqué que c'était un marché poussiéreux qui n'avait pas évolué depuis 50 ans et qui était gros. On parle
3 milliards d'euros sur le marché du home care, 6 par extension si on ajoute un peu les produits compléments du style les sacs poubelles, etc. Donc 6 milliards d'euros. Et qui sont faits à 90% par 3 grosses multinationales sur la lessive, voilà, qui ont 90% de part de marché. Donc on est effectivement, je pense, plusieurs à avoir remarqué que 1, c'était un gros marché, 2, il y avait eu très peu d'évolution, et 3, les attentes des consommateurs évoluaient énormément. Donc c'est le bon moment pour aller disrupter ce marché-là. Et comment elles évoluent, les attentes des consommateurs ? Les consommateurs, ils nous disent qu'ils sont à 90%, ils ont envie de changer leur manière de consommer pour avoir moins d'impact, pour changer l'impact qu'ils ont sur l'environnement, et puis aussi trouver des produits plus respectueux de leur santé. Donc ça, c'est le constat, 90%. Et le deuxième constat, c'est qu'il y en a moins de 10% qui se sont tournés vers les marques écologiques, par exemple. Donc un réservoir un gros réservoir. Différence de consommateurs qui sont prêts à changer de méthode, changer de consommation, d'approche de la consommation. Et les grands groupes établis doivent être sensibles quand même à ces insights marchés. Ouais, ils sont sensibles, et donc tu vas avoir des innovations dans ce sens-là sur des formules un peu plus concentrées. Donc, tu vois, par exemple, c'est un très bon exemple. Les produits comme la lessive sont remplis à 70% d'eau. Donc, quand tu achètes un bidon de lessive, tu achètes un bidon en plastique que tu vas jeter à la fin, 70% d'eau et puis 30% de lessive, du coup. Pourquoi ? Plus le produit est gros, plus il se voit en rayon, tu vois, plus il prend de place. Mais en fait, il n'y a pas de logique à part ça. Donc, c'est des produits qui prennent énormément de place dans les camions quand ils voyagent. Ils ont un impact carbone très élevé. Mais comme ils ont toujours fait comme ça depuis des années, ils n'ont pas tellement d'intérêt à changer, si tu veux. Ils vont pas être les premiers à avoir des produits 4 fois plus petits en rayon pour être 4 fois moins vus. Je ne m'étais jamais fait la réflexion, c'est hyper intéressant. C'est marrant parce que de l'autre côté, ça a un coût en logistique, en stockage. Mais c'est du marketing en fait. La taille d'un produit, c'est du marketing. Ouais, et d'ailleurs, il y a eu quand même des lois qui sont passées qui les forcent à concentrer les produits. À concentrer un peu plus, à avoir des produits un peu moins remplis d'air. Typiquement, l'air, dans les produits alimentaires aussi, tu as déjà dû remarquer la présence d'air. Alors, je pense que dans les paquets de chips, c'est un peu obligatoire pour protéger, mais un paquet de céréales, tu vois, qui est en fait un peu à moitié rempli, quoi. Mais si tu es le premier à sortir une boîte 2 fois plus petite, qui va avoir envie d'acheter au même prix un produit 2 fois plus petit ? Nous, c'est ça en fait, on vend un produit 4 fois plus petit. Donc les tendances conso qui évoluent, des insights marchés sur lesquels vous pouvez être plus agile qu'un grand groupe, des approches aussi différentes, parce que quand tu es un grand groupe et que tu as 50 000, 100 000 employés, tu n'es pas aussi agile et flexible que peut l'être une startup. En termes d'études marché, vous avez regardé aussi quelle était la consommation. Tu te lances pas comme ça du jour au lendemain sans savoir combien de lessive on fait, combien de lave-vaisselle on lance. Ouais, c'est ça. Alors il y a deux phases. Il y a une phase vraiment en amont qui est composée d'études de marché que tu regardes dans les autres pays, les marques qui existent, les parts de marché, etc. Des études préexistantes sur les attentes des consommateurs et des tests aussi, nous, qu'on a fait en quanti et quali avant de lancer le produit pour tester le prix, le format produit, les parfums, etc. Donc ça nous a permis d'affiner un peu notre proposition de valeur. Et après, on a eu une deuxième phase qui était plutôt la phase de co-création, où là, avant de finaliser nos formules, on a commencé à communiquer. Ça nous a constitué une base un peu de bêta-testeur, si tu veux, et en fait qu'on a interrogé au fur et à mesure du développement produit pour affiner nos choix de parfums, de formats, etc. Ok, alors je reviens sur la première phase. Comment vous avez fait vos tests ? Institut, tu vois, d'études classiques. Ça, c'était à quelle période ? C'était avant l'incorporation, la création de la boîte ? C'était, okay. Avant l'incorporation de la boîte. Mais du coup, tu m'as dit que vous avez fait des tests aussi, donc il a fallu envoyer des échantillons, des protos ? Ouais, c'est ça. Donc, ça a été... Alors, nous, la lessive, elle est... Donc, encapsulé, donc tant que tu n'as pas l'outil industriel qui te permet de l'encapsuler, tu peux quand même faire des tests en fait avec la même lessive mais dans des petites fioles. Donc en fait, tu peux envoyer à un panel de consommateurs des petites fioles. Toi, tu fais tes propres tests et puis ensuite, tu as des labos spécialisés qui te font des tests d'efficacité. Donc tu leur donnes 5 autres lessives de 5 autres marques, tu donnes la tienne, tu serres, tu croises les doigts. Et puis t'attends le résultat du test et puis s'il est bon, t'y vas. Cette phase elle est passionnante, hein. Donc phase un test produit avec des instituts ou des boîtes en tout cas spécialisées dans les tests utilisateurs. C'est ça les tests produits? Alors
Tests conso avec des études, machin. Et après, les tests produits, c'est plus en labo. En labo. Et après, toi, nous, on s'est créé nos propres panels de conso à qui on envoie des échantillons. Et là, en fait, les tests en labo, ils ont des microscopes pour voir les tâches. Tu vois, et le consommateur, c'est juste une impression sur le parfum. Est-ce que c'est frais, ça sent bon, quoi. Ouais, voilà, ça. Est-ce que les tâches sont parties? Parce qu'on le voit quand même. Mais pour ça, je remonte un tout petit peu disons la création de valeur. Pour ça, il faut des labos. Il y a beaucoup de labos avec qui tu peux travailler pour aller chercher des produits. Alors, sur la conception, la fabrication, ouais. En fait, c'est des labos appartenant à des industriels de la lessive. Donc, en Europe, tu as, on va dire, une quinzaine d'usines, d'industriels lessive, si tu prends toute l'Europe, peut-être un peu plus. Et donc, nous, on est allés tous les voir avec notre cahier des charges. On n'a pas été voir ceux qui étaient trop loin de la France. Donc, on reste dans un périmètre vraiment France et pays limitrophes, si possible, pas trop loin de la frontière. On va aller voir avec notre cahier des charges. Et puis là, ils te disent, je sais faire, je sais pas faire. Tu as dit une quinzaine de labos. Hein. Ou j'ai mal compris, pardon? D'industriels. Ouais. Les industriels ont leur propre labo, en fait, si tu veux, leurs chimistes, etc. Quoi. Ok. Et ce cahier des charges, c'est, j'imagine, Laure qui l'a fait avec... D'accord. Et on suit également le cahier des charges de... En fait, on s'aligne sur le cahier des charges de l'écolabel européen. C'est quoi l'écolabel européen? Donc, c'est un label, en fait, qui va définir un certain nombre de matières autorisées, controversées ou non, et qui recommande, en fait. Voilà. Donc, ensuite, tu leur envoies ton produit, et puis il faut compter 18 mois pour obtenir le label. Mais à la base, si tu développes en respectant leur cahier des charges, tu dois avoir leur label à la fin. Il n'y a pas de raison que tu l'aies pas. Ces partenaires, ces industriels produisent pour les grandes marques installées aussi, ou les grandes marques installées ont leur propre laboratoire en interne les plus grands groupes peuvent avoir leurs usines. Ok. Et ensuite la MDD, où les plus petites marques font appel à ces industriels-là. Donc MDD, c'est les marques de distributeurs, donc c'est Carrefour, Auchan, Cora, j'en sais rien, mais les marques. Donc eux peuvent faire appel aux mêmes acteurs et les plus petites marques comme vous. Ouais. Ok. Et il y a des minimums demandés, j'imagine, pour avoir accès à ce genre de... Ouais, c'est ça. Alors déjà, il faut montrer patte blanche, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu vas... il y a de fortes chances que tu n'obtiennes même pas de réponse à un premier mail ou un premier coup de fil, en fait. Comment vous avez fait? C'est Laure? Ouais, donc ça, c'est grâce à Laure qui a créé ce réseau de partenaires pendant toute son expérience. Et puis ensuite, il faut les rassurer. Donc... une levée de fonds, ça aide. Et ensuite, ils t'engagent effectivement sur des minimums de commandes. Donc, mais avant la levée de fonds, il y a des tests, il y a des échantillons, il y a un peu de recherche sur les parfums. Ouais, donc là, c'est plutôt une relation goodwill à construire, quoi. Ok, ouais. C'est un enjeu. C'est une barrière à l'entrée aussi. Ouais, c'est une barrière à l'entrée. Tu peux pas aller les voir et dire tu peux pas aller les voir et dire je veux vous commander 5000 capsules de lessive. Ça ne les intéresse pas, en fait. Donc nous, on s'engage à chaque fois, quand on commande un batch, c'est en centaines de milliers. Pour commencer à avoir ces échantillons que vous allez pouvoir tester et travailler sur les formules, les parfums, tu as un engagement à donner? Ça te coûte quelque chose? Ça vous a coûté combien cette phase? La phase, donc ça c'était un peu la phase fonds propres, tu vois, je peux pas te donner de montant exact, mais c'est tu vois, entre 100 et 200 000, on va dire. C'est pas ce qui a coûté le plus cher, c'est pas ça, quoi. Enfin, on a co-investi avec le partenaire qu'on a choisi sur la lessive, puisqu'on voulait innover sur le format, donc c'est un format qu'il ne savait pas faire, et donc on a co-investi avec lui sur un outil industriel. Super, on enchaîne parce que c'était mon point suivant. Alors, je décris le produit avec mes yeux et j'ai découvert, je l'avais vu en photo avant, je le découvre ce matin. Donc ce sont pas des tablettes d'ailleurs, comment on appelle ça? Alors la vaisselle c'est des tablettes et les lessives c'est des capsules. Des capsules, ce sont des capsules dans du plastique souple et qui du coup font... Ouais, c'est une matière qui s'appelle du polyvinylalcool et qui est hydrosoluble, 100% hydrosoluble et biodégradable. Ok. Et c'est livré dans des espèces de tablettes en carton, de petits emballages carton, hyper intéressant parce qu'on y vient dans une seconde. Il y a une alors c'est pas une législation, il y a des recommandations, c'est ça, de l'État sur la sécurité de ces emballages carton pour la partie lessive. Il y en a pas pour la partie lave-vaisselle, c'est ça. Ça fait moins de 3 cm d'épaisseur afin de pouvoir rentrer dans une boîte aux lettres. Exactement. Standard. Et surtout, donc ces capsules sont plus concentrées que la moyenne du marché,
La moyenne du marché, tu m'avais dit que c'était 20-25, c'est ça? Ouais, on est à 3 à 4 fois plus concentré que les capsules du marché. Et du coup, forcément, ce sont des moules pour produire ces capsules qui n'existent pas, ou en tout cas dans lesquels il faut investir, et ça fait partie de vos investissements. Ouais, c'est ça. Tu peux nous en dire plus? Ouais, donc en fait, tu as une usine de lessive, elle fait de la lessive liquide qu'elle va mettre en bidon plastique, et puis elle sait aussi faire des capsules. On sait que les capsules du marché ont différents formats, rondes, carrées, avec plusieurs chambres, plusieurs couleurs, etc. Nous, on voulait une toute petite capsule très concentrée. Déjà, d'une part, en fait, quand on concentre le produit, il pèse moins lourd, il prend moins de place. Ensuite, il est moins gros, en fait, quoi, donc il est plus facile à rentrer dans une boîte fine, et donc pour rentrer dans les boîtes aux lettres. Et donc, il y a ce fameux moule voilà, qui permet de remplir les capsules, en fait, enfin de les mouler, quoi, si tu veux. Ok. Et à côté de ça, il y a aussi des produits d'entretien de surface. Je sais pas comment on peut les catégoriser, mais qui permettent de l'anti-calcaire, de l'anti... C'est ça. Donc nous, on va continuer de s'étendre sur toute la gamme de l'entretien de la maison. Et on vient de sortir des sprays nettoyants. Donc c'est les fameux pistolets ménagers que vous utilisez pour nettoyer vos vitres, toutes les surfaces, la salle de bain. Et donc là, il y a une grosse innovation de format produit, puisque aujourd'hui, le gros du marché, c'est un spray nettoyant dans une bouteille en plastique qui est remplie à 90% d'eau avec seulement 10% de matière active. Une fois que tu as fini ton pistolet pour laver tes vitres, il part à la poubelle, alors qu'il fonctionne encore en fait. Donc ça n'a pas tellement de sens. Et donc nous, en fait, on remplace ça par des bouteilles réutilisables à l'infini que tu vas recharger avec des pastilles effervescentes. Donc on reconstitue la matière active avec une petite pastille effervescente qui est grosse comme un cachet d'aspirine, et on met l'eau de chez soi, l'eau du robinet. C'était disponible sur étagère? Ça existe? Vous avez, quelle est la part pardon, alors, je reformule ma question. Quelle est la part d'innovation dans ces capsules? Alors, ce qui était disponible, c'était plutôt des petits sachets de poudre. Bon, on voulait vraiment des capsules. C'est un produit qui nous a mis vraiment du temps pour trouver le bon fournisseur. Et il n'était pas disponible tel quel sur étagère. Donc on a dû faire des ajustements sur ce qui était disponible sur étagère, notamment sur la composition, parce que nous, voilà, je rappelle, hein, c'est des produits éco-conçus, clean, etc. Donc on a fait modifier la formule et le parfum pour que ça soit notre produit à nous, quoi, en fait. Ok, je vous laisserai aller voir sur le site whispering.com, mais c'est en plus un packaging produit qui est intéressant, qui est assez esthétique. Et les capsules, donc il y en a 3 types différents, c'est ça? Ouais, on a 2 parfums de lessive. On va en sortir d'autres avant l'été. Et pardon, et pour les sprays, excuse-moi, il y avait 3... Ouais, les sprays, tu as vitre et miroir, salle de bain et multi-surface, qui est donc un dégraissant. Et chacun avec sa couleur, couleur différente. Franchement, en toute objectivité, c'est le spray que je pourrais laisser potentiellement poser dans ma cuisine. Voilà, ils sont assez jolis. Alors, une question que j'ai encore sur les insights conso et marché, et surtout, les insights utilisateurs, c'est je t'ai lancé là-dessus tout à l'heure, mais j'aimerais creuser un peu sur la consommation moyenne. Pour faire tes packaging, il faut savoir ce que consomme un individu en couple avec 2 enfants, dans un appartement, dans une maison. J'imagine il y a ce genre de questions qui se posent. Oui, alors sur la lessive, bon, déjà c'est un produit qui a un très fort taux de pénétration, plus de 90%. Qui n'achète pas de lessive en fait? Oui, non, en fait, oui, pourquoi non. pas 100%? Qui sont Après, t'as les étudiants qui ramènent chez leurs parents ou qui vont au Lavomatic et qui n'achètent pas vraiment de lessive. Mais en tout cas, voilà, t'as un nombre d'actes d'achat qui est important, plus de 10 par an. Et en moyenne, un foyer fait 5 lessives par semaine. Mais c'est très variable. Un célibataire, il va en faire 1 ou 2. Et puis une famille avec 3 enfants, elle peut en faire 7-8. En fait, s'il y a des bébés, c'est encore pire parce que ça lit beaucoup, entre guillemets. Donc, nous, du coup, une des forces de notre proposition, c'est qu'on va proposer des livraisons programmées qui sont flexibles et qui s'adaptent à la consommation de nos clients. Donc, tu peux décider de recevoir tes 20 capsules tous les 2 mois ou toutes les 2 semaines, ou ta boîte de 42 capsules tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc, c'est vraiment complètement flexible et ça s'adapte aux consommateurs. Ok. En termes d'habitude de consommation, je viens sur un autre point parce que c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure, il y a un degré d'acceptation, d'innovation, d'usage
On parlait en préparant cet entretien, par exemple, des shampoings solides, qui est une belle innovation produit, qui est une belle innovation pour l'environnement, mais qui est peut-être un step trop important pour l'utilisateur final. Donc, tu me disais que vous aviez choisi vous avez choisi vos batailles, en fait. Ouais, c'est exactement ça. En fait, au début, tu as envie de tout changer. Donc, tu prends tout ce qui va pas et tu te dis, OK, je vais innover sur les 6 critères, quoi. Les 6 critères que tu t'es fixés. Et puis, progressivement, puis en parlant avec les consommateurs, tu affines aussi la proposition pour finalement choisir ces batailles. Donc, nous, on a choisi 3 au moins. Donc, celle de l'environnement, avec des packs sans plastique. Aujourd'hui, 99% du marché, la lessive est vendue dans des bidons en plastique ou dans des boîtes en plastique. La concentration, donc ça c'est toujours sur la partie environnement, des produits plus petits, donc moins lourds, donc qui génèrent moins, qui ont un impact carbone plus faible dans leur logistique. Et ensuite, deuxième bataille, meilleur pour ma santé, en enlevant tout. Il y a 400 matières controversées qui sont listées et qu'on a exclues complètement de nos formules, ce qui complique en fait la formulation produit. Donc quand je te parle de matières controversées, c'est des allergisants, des perturbateurs endocriniens, des cancérogènes, mutagènes reprotoxiques, etc., etc. Après, ça devient trop... non, ça fait peur. Voilà. C'est intéressant parce que la question suivante que je voulais te poser, c'était justement sur la différenciation produit dans une industrie qui est quand même ultra concurrentielle, que ce soit pour les acteurs installés ou les nouveaux entrants comme vous. Donc tu me dis que les batailles que vous choisissez, enfin en tout cas les triggers consommateurs que vous déclencher, donc c'est l'environnement, moins de plastique, moins de taille, la logistique avec des produits qui sont plus petits enfin, en termes de packaging à transporter, et la santé. Quelles sont les autres, disons, variables de cette équation de la différenciation produit? Ouais, alors il y a un troisième axe qui est important, qui est le service. Nous, si tu veux, on veut débarrasser le consommateur de cette un peu charge mentale, entre guillemets, d'être à court de lessive ou d'aller chercher son bidon au supermarché. En fait, on ne dit pas aux gens arrêtez d'aller au supermarché, mais c'est plus sympa d'aller au supermarché pour choisir ses tomates ou son paquet de gâteaux que d'aller dans le rayon lessive. On se retrouve, déjà, ça sent pas très bon parce que toutes les odeurs sont mélangées. Et puis ensuite, on est dans un espèce d'océan de plastique, un mur de plastique, c'est assez anxiogène presque. Donc nous, on veut le débarrasser de ça en fait. On lui dit voilà, avec Spring, tu n'iras plus dans le rayon détergent puisque progressivement, on va te proposer les produits pour la maison. Donc il y a vraiment un axe service et donc ensuite livrer chez soi à la bonne fréquence. Ensuite, il y a un point fort de différenciation, c'est que bon, aujourd'hui, tu lances une marque. Moi, je ne conçois pas qu'on puisse lancer une marque sans se soucier de l'environnement ou de la santé. Ça nous serait pas venu à l'idée, je pense. Donc ça, c'est sûr. En revanche, on veut le faire de manière non moralisatrice. On n'est pas là pour donner des leçons aux gens. On veut le faire avec légèreté. Et c'est pas parce qu'on vend des produits meilleurs pour l'environnement et meilleurs pour la santé qu'il faut le faire de façon triste et moralisatrice. Donc nous, on le fait de façon joyeuse, gay. Tu as vu les couleurs, les packaging, notre ton. Comment on parle à nos consommateurs sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est un gros point de différenciation aussi, mais qui est plutôt au niveau de la marque. Super, je reprends un peu de hauteur. Donc, une première phase qui est une phase de test d'insights, une deuxième phase qui est une phase de co-conception avec vos futurs clients, entre autres. Cette phase, elle a commencé quand ? La phase, ça s'est fait en parallèle, ça s'est fait sur le premier semestre 2020. Ça a duré, tu vois, ça s'est fait par itération. D'accord. Voilà, au fur et à mesure, on faisait reformuler en labo. Tu as aussi des phases assez longues de stabilisation. Donc, tu peux pas, avant d'envoyer un produit, en fait, tu fais ton jus, entre guillemets, de lessive. Tu peux pas l'envoyer tout de suite, en fait. Enfin, si, en fait, tu peux l'envoyer tout de suite, mais il faut avoir vérifié avant qu'au bout de 6 mois, il sera encore bon, quoi. Encore stable. Qu'il soit stable, en fait, c'est ça, et que la matière se sépare pas de l'eau. C'est sur la plupart des produits cosmétiques et home care, tu as ce souci de stabilité des couleurs. Et puis de l'opacité aussi. Donc, si je comprends bien, entre la phase 1 et la phase 2, il y a eu cette levée de fonds. C'est assez incroyable d'avoir réussi à lever... alors, c'est pas une fin en soi, on est d'accord, hein, mais d'avoir levé quand même plus de 2 millions avec de beaux investisseurs, Aglaé, Ventec, PKM, Topia, comme je le disais en introduction, alors que le produit n'était pas lancé. C'était du... Non, donc on avait des études, on avait une équipe expérimentée,
Et avec, c'est l'équipe qui a fait la différence, j'imagine. Ouais, je pense. Même les fonds, si tu veux, qui n'ont pas donné suite, qui ont décliné, ils reconnaissaient que l'équipe était là, que voilà, donc que le marché était là, que l'idée était bonne. Donc, on a plutôt choisi avec qui on allait le faire, en fait. Si tu veux, ça a été assez long quand même parce qu'on a pris notre temps. On voulait pas le faire dans la précipitation. On voulait pas accepter n'importe quelle condition. Parce que tu vois, à la fin, tu vois, il y a des détails un peu sur les levées de fonds qui sont très importants, en fait. Donc voilà, on a pris notre temps. Et je dirais que ça s'est juste un petit peu accéléré à la fin, puisque si tu te rappelles bien, en mars 2020, oui, c'est passé un truc un peu. On était dans une période où on se disait, non mais ce qui se passe en Chine là, ça va pas arriver en France en fait. Jamais on sera confiné. Et on était exactement à cette période-là. Et donc, plus ça avançait, plus ça se rapprochait. L'Italie, etc. Donc, nous, on a closé 3 jours avant le confinement, en fait. Le premier. Hein. Ouais, le premier confinement. Ça a eu donc, vous étiez encore en phase de cette phase 2, justement, de co-création avec les utilisateurs jusqu'à l'été. Donc, vous avez lancé les précommandes à l'été 2020. Le premier confinement était déjà fini. Ouais, alors nous, ce qu'on a lancé pendant le confinement, c'est notre phase de collecte de bêta-testeurs. On a collecté à peu près 100 000 emails avec des opérations virales où on proposait aux gens de gagner nos futurs produits. Donc ça, on a fait ça juste après la levée, deuxième trimestre. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, en fait, on s'est inspiré d'un use case assez intéressant qui est Harris aux US, qui s'est lancé en faisant une OP virale à palier. Donc Harris, c'est une marque de rasage qui s'est revendue plus d'1 milliard. Hein. Donc c'est un des meilleurs exemples de DNVB qui a réussi une très très belle sortie. Mais c'est de l'Archive Club ? Il y en a 2. Il y a Harris et Dollar Shave Club. Ok, d'accord. Ouais. Et les 2 se sont revendus autour de 1 milliard et quelques aux 2 géants de l'industrie. T'as plus grand chose pour 1 milliard aujourd'hui. Non. C'est ça ou rien, quoi. Ok. Et donc, eux, ils se sont lancés comme ça, en fait. On a vu leur histoire, on a essayé de faire pareil. On avait ça ou faire un Ulule, un crowdfunding. Et en fait, comme on avait une incertitude sur la date précise de disponibilité des produits, on a choisi de ne pas faire le Ulule, qu'on aurait pu faire, hein, puisque beaucoup le font sans avoir les produits, et ils sont en retard, d'ailleurs, très souvent. Et donc, voilà, nous, on met le service client très très haut. Tu vois, la relation client, l'honnêteté, la transparence avec les clients, vraiment, c'est très très haut chez nous. Et donc, on s'est dit, on va pas promettre des trucs qu'on va pas être capable de délivrer. Donc, on a choisi la première méthode qui était on engageait moins les gens parce qu'ils achetaient pas les produits. Et donc, on a récolté comme ça nos premiers leads, en fait. Mais tu parles de centaines de milliers d'adresses quand même. Ouais, une centaine de milliers. Une centaine de milliers. Ce qui est un énorme coup de pouce le jour où tu lances. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, le jour où tu lances, tu as une belle base email. Certains, 2000 qui avaient gagné des produits. Donc, eux, ils ne deviennent pas clients tout de suite parce que tu leur offres des produits. Et pourtant, ça fait partie des plus intéressés parce que c'est ceux qui ont parrainé tout le monde, qui ont gagné des points, etc. Donc ça, c'est peut-être un peu l'inconvénient de ce genre d'OP. Et après, tu lances en précommande. Donc, en fait, ça marche. Hein. Tout de suite, on fait les premiers milliers de clients, en fait, juillet-août. Et on respecte nos engagements parce que le 20 août, on envoie nos milliers de petites boîtes dans les boîtes aux lettres. Ok. Intéressant. Si tu prends un peu de hauteur sur cette opération de ces premiers mois où t'as embasé des futurs clients, tes apprentissages, tes conseils, c'est quoi ? Mes apprentissages, en fait, c'est que je leur ferai pas en fait exactement de la même façon. Tu génères effectivement, ça te permet en fait l'avantage, c'est que ça te permet de communiquer, de faire du bruit, de commencer à être visible, de commencer à nourrir ton compte Instagram, etc. Donc c'est une bonne façon pour communiquer. Surtout quand t'as pas de produit et que t'as pas grand chose à proposer, en fait, faut quand même pas. Enfin voilà. Donc ça, c'est le principal avantage et celui de constituer une base email. L'inconvénient, c'est que ça te draine quand même toute une population de concouristes, de chasseurs de primes, que je connaissais bien dans mes expériences précédentes. Donc, eux, ils deviennent clairement pas clients, parce que c'est une population qui est à la recherche de promos très fortes, de cadeaux, etc. Donc, tu te sers un peu d'eux, parce qu'ils vont parrainer, et puis utiliser leur page Facebook, leur compte Instagram, pour te faire de la visibilité.
tu ne maîtrises pas forcément la manière dont ton image est traitée, ce qui peut être un inconvénient aussi. C'est que ça va partir un peu dans tous les sens, et puis il y en a qui vont te faire des espèces de montages un peu bizarres avec tes photos, alors que toi tu t'es embêté à faire une belle DA, et tu te retrouves avec des montages avec des arcs-en-ciel, des trucs violets, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient. Donc je ne le referai pas forcément exactement de la même manière. J'essaierai d'attirer un peu moins la partie chasseur de primes. T'as une idée du coût que ça représente en termes de produits? De cadeaux? Ouais. Bon, c'est moins de 10 000 €. Ouais, moins de 10 000 pour 100 000 adresses. Ouais. Enfin, entre 100 et 200 000, c'est. Ouais, plus le coût du. Le coût humain, peut-être l'acquisition. Le coût technique, okay. Et on a mis un peu d'acquise quand un même. Peu d'acquise, ouais. Oui, mais c'est un investissement. 20 000 pas, en plus. Ok, entre 20. Admettons 20 000 pour préparer ton lancement et avoir 100 000 adresses. Même s'il y a des concouristes et que tout n'est pas qualifié, ça vaut le coup. En parallèle de ça. Alors attends, j'avais une autre question. Non, c'est ça. Bon. En parallèle de ça, vous avez aussi développé le packaging. Et là, c'est un point intéressant. Je pense que ça peut intéresser nos auditeurs, en tout cas qui sont dans les domaines similaires. Je l'ai dit en introduction, je le redis là. Les packaging doivent être sécurisés pour la partie lessive en qu'est-ce qu'on a dit, gélule, capsule? Ouais, les lessives en capsule, en fait, doivent être vraiment commercialisées dans des boîtes sécurisées qui ne peuvent pas être ouvertes par les enfants. Et si si vous en avez, chers auditeurs, vous vous en rendez compte, c'est souvent des boîtes en plastique pour lesquelles il faut 2 mains pour ouvrir, parfois plus d'ailleurs. Non, mais c'est pas évident, je me suis déjà fait mal au doigt. C'est clair. Alors, tu m'expliquais que il y a une loi sur la sécurisation des packaging, mais il n'y a aucun institut qui vérifie. Tu n'as pas un tampon qui t'est donné par l'administration. Donc, tu dois, en revanche, en cas de problème, tu dois prouver que tu as fait le maximum pour sécuriser ta boîte. Tu vois, s'il y a un problème, s'il y a un accident. Nous, ce qu'on a fait, même si on était assez convaincus et qu'on l'a fait tester dans notre entourage, on a quand même fait tester par un labo indépendant. Ils ont testé auprès d'une 40aine d'enfants. Donc ça, c'est des vrais tests par une boîte indépendante. Puis du coup, ils filment. Enfin, il y a un protocole. C'est assez intéressant. Tu vois, au début, tu donnes la boîte à l'enfant, il doit l'ouvrir toute seule, mais tu lui dis rien. Après, tu lui dis ouvre la boîte. Et après, la maman ouvre la boîte devant lui, la referme et lui dit ouvre la boîte maintenant. Donc, faut passer ce test-là. Ok, c'est intéressant. Et il faut que là, il n'y arrive pas. Ouais. Enfant jusqu'à quel âge? Enfant, c'est moins de 3 ans. Moins de 3 ans. Alors, c'est hyper intéressant. Vous le verrez sur le site, mais ce sont donc des boîtes en carton et pas en plastique, ce qui veut dire que ce niveau de sécurité, une ouverture à 2 mains typiquement, est beaucoup plus difficile à mettre en place. Tu peux nous raconter un peu l'histoire du packaging Spring? Oui, alors c'est une histoire qui s'est étalée sur plus d'1 an, entre les premières esquisses et finalement la sortie de chez l'imprimeur et un produit commercialisable. On a travaillé pendant, on va dire, 6-8 mois sur une première idée, qui était plutôt une boîte, comme un peu une boîte de chocolat, voilà, avec un capot. Mais on sentait que c'était pas suffisamment abouti pour la mettre sur le marché, même si elle était sécurisée correctement. Vous l'avez faite avec qui, cette boîte? On avait travaillé avec un premier ingénieur pack. Packaging. Et en fait, ingénieur packaging. Et en fait, pendant cette phase un peu de confinement, etc., on a pris du retard sur le contenu, donc la lessive. Enfin, notre partenaire plutôt a pris du retard. Et donc on s'est dit, bon, comme on a du temps, on va améliorer la boîte. Et donc on est parti sur une autre idée, inspirée des boîtes sécurisées de l'industrie de certains médicaments toxiques. Donc une boîte en tiroir. Et donc on a fait nous-mêmes les premiers prototypes avec nos petits ciseaux. Même vous les fondateurs. Enfin, ouais, c'est ça. On se prenait des journées, si tu veux, et puis avec une pile de planches de carton, enfin de feuilles de carton, des cutters, des ciseaux, des règles. Et jusqu'à temps d'avoir quelque chose qui était plus... Mais ça reste à d'idée, en fait, parce que, comme tu l'as vu, il y a pas mal de découpes très fines, etc. Donc ensuite, on a pris cette ébauche. On a trouvé un super ingénieur packaging, très expérimenté, qui a travaillé sur de l'alimentaire beaucoup, et qui a été séduit par l'idée, qui a travaillé pour nous, alors que normalement il travaille plutôt que pour des très très grands groupes, quoi. Et tu m'as dit, si je dis pas de bêtises, que c'était un prof, hein, c'est ça? Ouais, il est c'est son métier. Il est prof de packaging. Ouais, je pense qu'en France c'est un des meilleurs pour le coup. Okay. Mais qui fait du free ou du. Ouais, et puis il y a un petit côté géo trouve tout aussi, tu vois. C'est le gars qui il a vu tellement de techniques dans sa carrière qu'il va te dire, ah bah oui, mais là, tu vois, tu peux faire un ressort en carton avec un frein. Enfin, c'est là que tu vois que c'est vraiment un métier, quoi, pour le coup. Vous le verrez si vous utilisez le produit, mais effectivement, il y a
Donc il y a un tiroir, donc il y a un emballage carton extérieur et un tiroir à l'intérieur qui contient les produits. Et sur cet emballage, il y a des ressorts. On peut appeler ça comme ça, des ressorts en carton qui viennent se coincer dans un petit trou dans l'emballage extérieur et qui effectivement, il faut 2 mains pour l'ouvrir. C'est assez intéressant, je trouve. Ouais. Et donc ça, c'est la première sécurité. Ensuite, il y a une deuxième sécurité de capsule, mais voilà, qui est une résistance à une certaine pression. Une résistance, donc ça, c'est pour pas qu'elle soit écrasée et qu'elle explose. Ok, j'allais dire parce que tu peux mordre, ça résiste pas à ça quand même, si. C'est quand même une pression de alors, c'est en newton. Alors Bon, bref, une grosse pression. Si tu marches dessus, tu n'es pas sûr de l'éclater en fait. Mais ça fond. Ça fond, mais ça doit pas fondre tout de suite. Et ensuite, il y a un amérisant hyper amer autour. Donc pour vraiment, si malheureusement quelqu'un a Un l'idée... amérisant, pardon, Ouais. pour rendre le truc si je le mets en bouche, je le recrache, quoi. Ah ouais, direct. Ok. Alors, pardon, ça paraît évident pour... tu as des enfants? Oui. Pour nous qui sommes parents, certainement pour vous aussi, chers auditeurs, qui êtes tous plus brillants les uns que les autres. Mais il y a eu des soucis dans le passé. La raison pour laquelle il y a toutes ces sécurités, disons, il y a eu des soucis dans le passé où des enfants ont pris des lessives pour des bonbons. Vous savez, ces capsules de couleur là, vives. Alors je sais pas, enfin bon, bref, il y a eu des soucis où ils ont pris ça pour des bonbons et les ont mis en bouche, quoi. Ouais, mais en fait, c'était au tout début et ça n'arrive plus maintenant. Dans tous les cas, c'est des produits qu'on recommande un peu comme tout. Après, si tu laisses une bouteille d'eau de Javel sous ton évier et que ton gamin il la boit, ça va mal se passer aussi. Ouais, Pourtant, tu peux acheter une bouteille d'eau de Javel, quoi. Il y a beaucoup d'éducation. L'éducation, c'est important. Ok, je reviens donc. Deuxième phase où on fait vous faites pardon le packaging après avoir été frustré par la première version qui était à votre d'après vous pas assez satisfaisante. En parallèle, l'embasement de plus de 100 000 adresses avec des opérations sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, alors donc il y avait une opération virale qu'on hébergeait nous sur notre site bêta et on drivait du trafic dessus depuis les réseaux sociaux. Ouais. En attendant le produit fini d'être produit, en tout cas finalisé par vos partenaires, on arrive à l'été 2020 et vous lancez entre l'été 2020, 20 août, tu l'as dit tout à l'heure pour les premières expéditions aux précommandes. En septembre, la distribution réelle se met en place. En décembre, 3 mois et demi plus tard, vous avez expédié 1 million de doses. Comment ? Bon, alors, je pense Dis-je avec un grand sourire. Ouais, non, mais c'est la question. Hein, c'est comment on trouve nos clients. Il y a une partie d'organique, de bouche à oreille qui s'est faite sur la base un peu des bêta-testeurs, des précommandes, etc. Ça, on l'a observé assez rapidement. Et puis, en fait, dès le départ, on a mis en place une stratégie d'acquisition marketing avec les différentes grandes plateformes publicitaires, donc Facebook et Google. Voilà. En DTC, en direct to consumer, dans cette première, enfin, à ce stade. Ouais. Moi, c'est un sujet que j'ai bien peaufiné au cours de mes précédentes expériences. Donc, on n'arrive pas complètement vierge sur le sujet. Donc, on lance des premières campagnes d'acquise sur Facebook, Instagram. Google, c'est plus petit chez nous. Il y a moins de reach en fait sur l'univers maison. En fait, t'as pas forcément beaucoup de gens qui tapent lessive dans Google, quoi, pour faire simple. Donc, il n'y a pas beaucoup de reach. Pas du tout dans les habitudes. Non, voilà, il n'y a pas beaucoup de reach à prendre sur Google, mais il faut quand même être là, bien le faire, et puis pour le peu qu'il y a, le prendre. Donc, nous, c'est principalement de l'acquisition sur Facebook avec des campagnes à 80% vidéo, enfin des formats vidéo. Et là, on teste pendant 3 mois, quoi. On fait plein de tests. On teste des dizaines et des dizaines de contenus vidéo différents. Et ce qui nous a permis d'affiner progressivement le messaging et puis d'augmenter les budgets, en fait. Ok, tu as différents packaging. Un packaging, alors je prends les lessives par exemple, découverte avec 12 capsules, un packaging moyen, on va dire à 20, et un grand packaging à 42. Ton acquisition sur cette période, elle se focus sur quel type de produit ? Parce que tu dois faire de l'évangélisation. Tu es une nouvelle marque, un nouveau mode de consommation par abonnement. Comment est-ce que c'est quoi ton message ? Alors, en principal, on parle de la lessive déjà. Le lave-vaisselle, on le voit plutôt comme un produit de cross-sell. Donc, dans mon tunnel d'achat lessive, à la fin, je propose le lave-vaisselle. Et j'ai presque 2 acheteurs sur 3 qui prennent aussi le lave-vaisselle. Donc, c'est un cross-sell qui fonctionne bien. Que tu
Qui le prennent en fin de parcours. Ouais, en fin de parcours lessive. Ouais. C'est un petit tunnel, il n'y a que 2 étapes, c'est pas un tunnel très long. Donc en fait, on met en avant la lessive. Le messaging, c'est voilà, c'est clean et efficace et livré directement dans ta boîte aux lettres. Donc ça, c'est le message qu'on martèle et après on affine les créas en insistant parfois sur la conception, enfin sur le sans plastique, en insistant parfois sur sans matière controversée, puisque chaque argument ne parle pas de la même façon à chaque consommateur. Donc ce qu'on essaye en fait, c'est vraiment de déployer un ensemble de messages qui va... Et après, on laisse un peu Facebook aller trouver les bons consommateurs pour... On part pas avec des gros a priori en se disant on va cibler 35, 40 ans sur tel message, en fait. Ça, on laisse un peu Facebook faire, en fait. Chers auditeurs, j'espère que vous ne l'avez pas entendu, mais je suis un peu malade. J'avais demandé à Benjamin de reporter l'enregistrement, mais il n'a pas eu mon message, donc on enregistre quand même, donc je suis un peu ralenti. Et du coup, je voulais dire un truc, c'est que un de mes invités, et là, voilà, je sais plus qui c'est, mais m'avait dit exactement la même chose. Il m'a dit qu'ils avaient... Est-ce que ce serait pas Wikasa? Je sais plus. Ils avaient mis des jours et des heures et des semaines de travail à essayer de tweaker les algos, de ciblage de Facebook. Et un jour, ils ont juste laissé l'algo faire. Et c'est là que ça a le mieux marché. Ouais, c'est simple. En disant simplement, voilà, l'algo est puissant, faut lui faire confiance. Il est puissant, il s'améliore continuellement. Il apprend. Et donc, nous, on va plutôt travailler sur la richesse du contenu qu'on est capable de proposer. Donc, tu vois, on va avoir... une vidéo de la fondatrice qui t'explique l'idée, pourquoi elle a créé la marque, etc. On va avoir des vidéos plus user-generated content, un peu en mode story, un peu de pub comparative, enfin voilà. Mais c'est plutôt sur un viens abonne-toi ou viens découvre. On met pas mal en avant ce pack d'essai en fait. Donc nous, c'est effectivement une forme d'abonnement sans engagement en tout cas, et flexible et surtout bien adapté à ta consommation. Parce que chaque foyer a une consommation différente sur ces produits-là. Et donc, on propose ce pack d'essai, voilà, 3,90 €, sans engagement. Donc, c'est ce qu'on met en avant. 3,90 ouais. Pour 12 capsules. En termes de marché, au-dessus, en dessous ça existe. En fait, ça n'existe pas en fait des packs de 12 capsules livrés à ce prix-là. C'est vraiment pas cher en fait. Enfin, c'est pour partir gratuit. Attends, 3,90 c'est livraison offerte? Non. Livraison incluse. Livraison incluse. Ouais. Ah oui, c'est vraiment. Ouais, parce qu'il faut l'envoyer, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de comparaison. Nous, c'est un coût pour nous. Hein. On gagne pas d'argent sur un pack d'essai à 3,90. Envoyé. Enfin, shippé. Ouais, t'as le coût du produit. Bon, je parle pas du coût marketing, mais en tout cas, juste d'un point de vue produit, c'est un investissement. Donc, notre but, c'est pas de vendre des millions de packs d'essai, des gens qui se désabonnent après. Donc, ça, c'est un gros travail qui est fait aussi. C'est quand même aller chercher les sources. Mais je peux continuer de commander des packs d'essai? Non. Non, ok, d'accord. Non, et puis, en fait, c'est même pas hyper. Enfin, si c'était à 1 €, là, je dis oui, ça serait intéressant, mais à 4 €, ça fait quand même une petite barrière. Et ensuite, moi, j'ai un système qui limite, qui va te repérer si t'en commandes 10. En fait, je vais t'en annuler 9. Ok, donc tu permets de découvrir la marque avec ce pack d'essai qui est en fait, on pourrait dire limite c'est gratuit, mais tu payes que la livraison ou l'inverse d'ailleurs. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et ensuite, toi, tout ton travail, c'est de m'amener vers de labo. Je peux acheter du one shot ou acheter directement un abo? Non. Ah, je m'abonne directement avec un. Okay. C'est exactement ça. Écoute, tu as reçu nos amis de Jaffi il y a pas longtemps. Je pense qu'on est un peu sur le même modèle d'offre découverte moins chère, mais où tu commences à programmer tes livraisons futures, mais où tu peux te désabonner quand tu veux en fait. Donc nous, on fait configurer au consommateur sa fréquence de livraison et sa taille de boîte dès le premier tunnel d'achat, quoi. On lui demande combien il fait de lessive par semaine en fait. Et du coup, on adapte sa consommation à une fréquence de livraison et une taille de boîte. C'est moi qui dois... C'est déclaratif? Ou est-ce que tu as des insights marché en fonction de ma... Non, je te dis, est-ce que tu en fais 1 à 3, 4 à 6 ou 7 à 9 C'est intéressant, il y a un acteur que je cite parce que on l'a croisé aussi, mais qui s'appelle What Matters, qui eux partent de la taille du foyer pour définir en fonction des insights qu'ils ont, tu vois, la conso. Donc c'est le... Je sais pas si c'est du top-down ou du bottom-up, mais c'est une approche un peu différente. Et du coup, je fais ça dans le tunnel. Et ensuite, le rebuy, le réachat se fait comment? Donc, tu commandes ton pack d'essai, tu le reçois 4-5 jours plus tard. Tu as, on va dire, 10 jours pour tester. Nous, en fait, on déclenche la première expédition de grande boîte
15 jours après ta commande de pack d'essai. Ok. Et on t'envoie un mail 3 jours avant pour te prévenir. Et on te dit, voilà, dans 3 jours, on va déclencher ta première expédition de grande boîte. Tu peux accéder à ton espace client pour décaler, pour modifier, pour annuler, pour changer de parfum, etc. Donc, dans ton espace client, tu as un genre de configurateur qui te permet, par exemple, d'affiner la fréquence. Dans le tunnel, on propose 3 fréquences, mais après, tu peux affiner et prendre une fréquence intermédiaire. Si on peut snooze, décaler de quelques jours, décaler d'une semaine. Exactement. Okay. Si tu dis, bah mince, ça va tomber pendant mes vacances, ou je sais pas quoi, ou j'en ai trop, j'ai pas eu le temps d'essayer, tu décales de 2 semaines, tu décales de 2 mois. C'est hyper flexible, quoi. Alors, en termes de UX, ça se fait que dans l'interface client ? J'adorerais avoir un... Pardon, j'y pense parce que j'avais réfléchi à ces sujets à l'époque où on avait des Nespresso au bureau et pas de machine à café comme on a actuellement, une vraie machine. On avait des Nespresso et sur le réachat, c'était compliqué à l'époque. C'est beaucoup mieux, ça s'est beaucoup amélioré depuis. Et on avait imaginé et proposé du coup à Nespresso des approches par texto, par limite sur Slack. Enfin, tu vois, des modèles. Alors Slack, c'est professionnel, mais par texto, ça peut être intéressant. Tu vois, ou ça, répondre oui, non. Donc le truc de base, c'est qu'il faut que ça soit dispo dans l'espace client. Et aujourd'hui, je le fais sur certaines actions CRM. Plutôt que de dire à la personne va dans ton compte client, fais le truc, je l'envoie vers un outil un peu c'est un genre de Typeform mais présenté en conversationnel, donc comme si tu écrivais des WhatsApp ou des textos, et il va répondre à des questions et puis nous on va prendre en compte l'action et elle va être faite. Mais donc du coup ça sera, il y a pas cette nécessité d'aller se connecter à un compte, etc. Le temps file, mais le sujet est passionnant. C'est le sujet des box, en fait, qui est apparu, je sais pas, il y a 15 ans, un truc comme ça. La box mensuelle dont on se lasse, il y a certaines box où on peut même pas snoozer ou même pas arrêter, ou alors il faut aller au fin fond dès la 7e page de configuration pour trouver le bouton de désabo. C'est hyper intéressant, l'abonnement adapté sur mesure, modifiable, customisable. Ouais. Quels sont tes apprentissages sur le sujet ? Parce que vous le découvrez. Ouais, bah écoute, on a des apprentissages sur... on valide un peu nos hypothèses sur le churn. Tu fais un pack d'essai pas cher, bon bah voilà, t'as des gens qui churn. L'apprentissage, c'est qu'ils churn plutôt pas pour des raisons très valables, entre guillemets, c'est-à-dire que on a très peu de churn à cause du parfum ou de l'efficacité. Donc ça déjà c'est cool, parce que ça veut dire que le produit, bon, il n'y a pas un problème produit. Le churn, ça va être ah bah non, bah finalement en fait, un concept de livraison programmée ne me convient pas. Et quand on appelle ces gens, en fait, quand tu prends le temps un petit peu de leur expliquer, quand tu les rassures, généralement on arrive à les faire changer d'avis. Sans forcing, hein, tu vois, c'est plutôt pour comprendre. En fait, ils ont aussi besoin d'être rassurés. Nous, on est visible depuis quelques mois. Pour certaines personnes, ils nous connaissent depuis 1 semaine. Ils ont besoin d'être rassurés. Il y a beaucoup d'arnaques aussi sur le web, donc certains se sont fait arnaquer. Et quand ils voient qu'on a une équipe, un bureau, qu'on est en France, etc., ça les rassure et voilà, ils peuvent revenir. Donc ça, c'était un premier apprentissage. Dès le départ, on a voulu rendre le désabonnement très facile. Donc tu te connectes à ton compte, tu fais 2 clics et t'es désabonné. Tu vois, il y a pas, c'est hyper simple. Voilà, les gens aiment bien changer de parfum, modifier leur fréquence. Ils aiment bien le côté customisation en fait dans mon compte où ils peuvent modifier les dates, modifier les fréquences. Ok, c'est intéressant. Faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Les laisser se désabonner s'ils le souhaitent, leur laisser modifier, faut pas qu'ils se sentent enfermés dans une... En fait, l'abonnement a un peu mauvaise... D'ailleurs, même nous, on a du mal à utiliser ce terme. Quel terme vous utilisez d'ailleurs ? On dit livraison programmée. Ok. Là, on a mis en ligne un nouveau Help Center où on parle un peu plus d'abonnement. On libère un peu la parole là-dessus, parce que de toute façon, les gens, quand ils nous contactent, ils parent de leur abonnement. Tu vois, ils utilisent le mot, donc ils ont bien compris, il n'y a pas de problème. Il faut plus choisir ses batailles. En fait, t'as des dizaines d'années d'abonnements, de clubs de livres, tu sais, d'abonnements télé, d'abonnements téléphone, etc., d'assurance, tous ces trucs-là très compliqués de sortir. Il faut envoyer un courrier recommandé, il faut 6 mois de préavis, etc. Donc c'est ça un abonnement pour les gens. Donc moi je dis non, on a un truc, on est plutôt comme un Netflix de la lessive, si tu veux. Tu commences, c'est gratuit les 2 premières semaines, et puis tu fais 3 mois, si tu n'utilises plus, bah, tu te désabonnes et c'est fini. Ouais. Ou alors tu consommes quand tu veux consommer, quoi. Ou alors tu consommes quand tu veux consommer. Ok. Intéressant. Je reprends mon fil. Je voulais parler de distribution. Aujourd'hui, donc, vous êtes en direct to consumer. Vous avez un produit qui peut être adaptable à la grande conso. Pardon, grande conso, la grande distrib.
Oui, oui, notamment le pack intermédiaire qui fait 20 capsules, moins de 10 euros, qui se prête très bien à la distrib physique. Pour le moment, on a décidé de ne pas y aller, en se disant qu'on voulait en priorité faire grossir notre communauté, notre base d'abonnés. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnements live, voilà, même après le post-churn, quoi. Et donc, on va avoir une approche plus de distribution sélective au début, dans des beaux magasins, tu vois, concept store, etc. Mais c'est plus une approche RP, du coup, visibilité. Si on peut faire des ventes en plus, on est content, mais voilà, c'est ce qu'on va faire en distribution physique. C'est pas un non catégorique à la grande distribution? Non, c'est pas pour l'instant. Franchement, je peux pas dire non catégorique. On peut pas ne pas regarder. On leur parle. Voilà. Surtout que ça doit être 95%, 90% de la... Aujourd'hui, oui, sur la lessive. J'imagine même plus, hein, je me pose pas de questions. Voilà. Intéressant. Et l'international? L'international, pas en 2021, mais clairement, sujet 2022. Ok. Pour terminer cet entretien qui est hyper intéressant, j'aimerais bien parler de la plateforme technique. Avec plaisir. Vous le développez pas en interne, vous passez par une agence. Ouais, alors notre setup technique, c'est Shopify, auquel on a ajouté une appli tierce pour nous permettre de gérer la partie abonnement, donc paiement récurrent. Une appli qui s'appelle Recharge Payments. Il y en a 2-3 qui font ça. Pourquoi Recharge ? Pourquoi Recharge ? C'était la plus utilisée, c'est celle qu'on a vue dans nos benchmarks aux États-Unis. J'ai eu un bon fit avec eux quand je les ai appelés et ça s'est vérifié par la suite. J'ai des contacts très réguliers. Enfin, je suis en contact permanent avec eux. Donc, ils sont basés où ? Ils sont un peu éclatés aux États-Unis, à plusieurs endroits. À la base, c'est une boîte californienne, mais ils ont des gens au Canada. Voilà. Donc ça nous permet de gérer le checkout et la complexité back-office de cette gestion d'abonnement. Donc back-office pour les équipes de Spring et back-office un peu pour le client, donc son espace client. Donc ça, c'est géré avec Recharge. Et c'est un enjeu, hein. Alors nous on adore Shopify chez Cosa Vostra, on fait énormément de WordPress, de WooCommerce de Shopify, un peu de Prestar et pas mal de Symfony, Silius, mais quand même beaucoup de Shopify. On aime énormément la plateforme, le back-end, les possibilités qui sont offertes, mais quand tu sors des clous, ça peut être... faut bien le penser en amont, quoi. Ouais, alors... Et là, typiquement, un abonnement multi-produit sur lequel il peut y avoir des dates de livraison qui varient, ça marche. En fait, au moins un apprentissage, c'est 2 apprentissages. Je pensais pas que j'allais passer autant de temps sur ces sujets-là. Si tu veux, au début, je me disais, on va lancer le site, puis après, je pourrais faire autre chose. Et pourtant, tu vois, dans mes boîtes précédentes, c'était des grosses équipes techniques. Mais je m'étais dit, au moins, on va tenir 1 an. Non, en fait, ça occupe au moins un tiers de mon temps, les évolutions du site, les tests, etc. Et deuxième apprentissage, on est arrivé aux limites du système assez vite, en fait. Donc, on doit faire beaucoup de développement custom, notamment pour cette partie, effectivement, multi-abonnement, cross-sell. Et puis maintenant, je sors des produits sans abonnement. Alors, comment je fais un panier avec de l'abonnement, du pas abonnement ? Enfin, tu vois, c'est un réel enjeu. Donc là, ça va tenir encore un peu. J'attends des évolutions techniques de leur part, notamment Recharge. Et puis après, on verra. Peut-être on réinternalisera, peut-être on développera notre propre soft. Pour donner un ordre de grandeur, je sais plus si tu l'as dit en préparation ou pendant l'enregistrement, on peut donner un ordre de grandeur de ce que vous pensez faire en 2020 ? Tu commences à avoir une bonne vision. 2021 ? En 2021, pardon. Plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros. Donc c'est pas indolore d'avoir un outil technologique qui tient la route et te permet d'assurer cette charge. Tu as dit des innovations de la part de Recharge. Pour l'instant, il n'est pas question de changer. Enfin, pardon, je pose une question. Est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous avez pensé à changer ? Moi, je regarde en permanence les alternatives, en fait. Mais Et quel type d'alternative tu pourrais avoir à Shopify plus Recharge plus un peu de custom ? Du full custom ? Ouais, du full custom. Mais ça ne se fera pas avant. Tu vois, faut qu'on arrive à boucler. En fait, je pense qu'on a quand même ce qu'il faut pour nous finir l'année, faire nos chiffres, finir l'année. Maintenant, on a plein d'idées et souvent tu te retrouves face à une limite technique. Parce qu'en fait, l'outil à la base, il a été pensé. Donc, je parle de Recharge Payments, mais effectivement, une box mensuelle envoyée tous les 15 du mois. Ok, ça c'est facile.
Mais quand tu as X fréquences, du cross-abonnement, etc., là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et tu es obligé de commencer à bricoler un peu. Enfin, bricoler dans le sens, tu vois, on disait des hacks, quoi. Mais en gros, tu patches le truc, ouais. C'est ça. Ouais. Et à un moment, tu peux pas avoir, en termes de scalabilité, ouais, tu peux pas avoir un truc constitué de patch. Surtout que, en plus, il y a une dimension de data qui est intéressante parce que tu as plusieurs dizaines de milliers d'abonnements à date. J'ai bientôt bientôt plus, je te le souhaite. Tu peux rapidement voir des tendances aussi sur le nombre de snooze, de décalage, d'accélération de commande. Ça, faut pouvoir l'apprendre. Il y a beaucoup d'événements, en fait. Ouais. Effectivement, un changement de parfum, un changement de date, des abonnements, réabonnements, etc. Donc, on a construit un ETL assez tôt pour stocker toute cette data et puis pouvoir la monitorer. Vous avez écrit quoi assez tôt? Un hôtel? Un ETL. Un ETL, ouais. Ok. L'ETL, donc pour le coup, on utilise Stitch pour extraire la data et puis on la load dans BigQuery, dans Google Cloud Platform. Et puis on utilise Google Data Studio pour visualiser tout ça, mais qui me convient pas non plus à fond. Enfin, en fait, tu vois, ça c'est une des difficultés aussi, un challenge en tout cas, c'est que je pars de Shopmium, équipe technique de 25 personnes, 4 personnes au produit, 2 personnes pour maintenir le BI, etc. Et puis tu recommences à zéro. Et puis là, t'as plus de BI, t'as plus rien, quoi. Donc tu dois réapprendre donc tu dois tout reconstruire, mais tu peux pas non plus avoir le même niveau d'investissement à notre stade de développement dans un outil de business intelligence, tu vois. Ouais, évidemment. Donc il faut rebricoler un peu, utiliser des outils qui existent. C'est ça qui est marrant aussi. Intéressant, c'est un enjeu. Donc Shopify, Recharge, du patch. Sur la partie marketing, quels sont les outils que vous utilisez? Alors Klaviyo pour le CRM, Gorgias pour le service client, que j'adore. Gorgias? Ouais, Gorgias. Comment tu l'écris? Gorgias, pardon. Ouais. C'est une boîte montée par des Français, ils sont partis aux États-Unis depuis, mais qui me permet d'agréger tous mes messages entrants, mail, email, téléphone, réseaux sociaux, commentaires sur les réseaux sociaux, et qui est très bien intégré avec Shopify et Recharge. Et voilà, donc ça c'est top. Et on offre un service client. Il n'y a pas de WhatsApp encore, je suis sur leur site. Non. Bah GORGIS. Je trouve que WhatsApp, d'ailleurs j'ai débranché le chat temporairement parce que je n'étais pas satisfait du temps de réponse. Donc tu vois, sur le service client. Votre temps de réponse? Ouais, le service client, c'est mon obsession. Donc, en gros, on a un niveau de service. En moyenne, on répond en moins de 30 minutes à tout le monde. C'est une moyenne. Quel que soit le canal. De 7h du matin à 1h du matin, 7 jours sur 7. Moins de 30 minutes pour une réponse à un email. En revanche, un chat, pour moi, il faut répondre en quelques secondes. En quelques secondes, sinon, il ne faut pas le proposer. Et donc, c'est pour ça que je ne propose pas WhatsApp pour l'instant. C'est hyper intéressant. Tu sais quoi, on se pose la question chez Causa Vostra, on a mis Intercom qui est génial, on a pas mal de leads qui tombent sur Intercom, mais parfois tu as des gens qui te parlent à 23h, ça arrive sur Slack, chez nous il n'y a pas forcément quelqu'un qui va répondre, et je trouve déceptif que notre première interaction avec un potentiel futur client, avec un prospect en tout cas, ou un suspect à date, se fasse avec cette petite frustration que lui doit avoir en disant j'ai écrit mais j'ai pas encore de réponse. Eh ben, tu peux faire comme nous. Moi j'ai outsourcé le after hours, donc après 19h et puis le week-end, puisque à un moment je passais 4 heures le samedi et 4 heures le dimanche à faire du service client. Donc perso, je voulais faire autre chose, un peu de mes week-ends, et puis ou alors si je travaillais plutôt sur d'autres sujets, quoi. Et donc j'ai outsourcé cette partie-là auprès d'une boîte qui s'appelle OnePilot qui bosse très très bien. Ça me permet d'avoir ce service. Et au début, il faut ça. Je pense qu'on va le maintenir, mais au début, personne te connaît. Il y a tellement à nouveau de charlatans sur le web. Quand tu réponds vite comme ça, tu rassures à fond et voilà, quoi. C'est de la réassurance, de la légitimité que tu crées. On peut aussi tout simplement débrancher, évidemment. Oui, le chat, oui. Le chat de 19h Bien sûr. à 7h du mat. Mais, Gorgias pour la partie service client, Klaviyo pour les emails et l'automation, j'imagine, Recharge pour les abos, tout ça sur une base Shopify, OnePilot pour la gestion du service client. After hours. Est-ce qu'il y a des outils qu'on oublie? Ouais, franchement, j'ai découvert un outil assez cool là pour mettre en place un centre d'aide. Donc une FAQ améliorée, okay. Mais avec tu vois un peu d'interactivité. Ça m'intéresse. Qui s'appelle Stonely, Stonly.
J'ai pu mettre 109 ce truc-là en quelques jours. Il a fallu, c'est du boulot de création de guide, tu vois. Donc là, l'idée, c'était un peu de réduire le nombre de tickets entrants. Intéressant, on peut faire du... Ok, donc de la FAQ évidemment, mais on peut faire du knowledge management en entreprise, quoi. Alors ça, là, c'est pour nos consommateurs, ça. Oui. Ouais. Non, mais je vois sur le site qu'on peut effectivement aussi faire ça. Oui, tu peux t'en servir comme base de connaissances. Moi, c'est vrai que notre base de connaissances, à la base, je l'ai créée dans Notion pour former les nouveaux et puis pour maintenir. Ça devient une usine à gaz dans Notion quand tu essayes de faire une base de connaissances partagée, non ? Oui. Oui, parce que j'ai effectivement commencé par créer des tableaux dans Notion, mais Notion est mieux pour d'autres trucs en fait. Donc base de connaissances, en fait, cette base de connaissances-là, elle peut... Alors j'ai celle de OnePilot maintenant, et puis j'ai celle de... Stonely, stonly.com, avec une facturation au nombre de vues des guides par mois, c'est intéressant. Donc gratuit jusqu'à 1000 vues de guides, et payant ensuite. Je l'ai dépassé en 2 jours. Non mais du coup en interne... Bon, on sort un peu du cadre, mais en interne, du coup, je pense que tu peux rester sur du gratuit. Bref, c'est intéressant. Après, tu as une version back-office pour l'interne où tu comptes pas les vues. Si tu t'en sers comme base de connaissances en interne, il visite le back et pas le front, quoi. Merci infiniment. Merci qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur 2021 ? C'est quoi ton principal enjeu ? Écoute, nous, l'enjeu, c'est de réduire la consommation de bouteilles en plastique. Voilà, donc si on peut, on pense que c'est la somme des petites actions qui vont permettre de faire avancer, nous faire avancer au niveau global. Donc voilà. Après, d'un point de vue business, c'est faire le plan, continuer de grossir, aller chercher nos 100 000 abonnés, quoi. Tu vois, c'est un bon step. Tu les passes quand ? Fin 2021, début 2022. C'est tout ce qu'on te souhaite. Tu reviens dans un an pour me raconter si tu as réussi l'objectif. Benjamin, merci infiniment pour ton temps. Merci Laurent. C'était passionnant, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je l'ai beaucoup aimé l'enregistrer et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.